Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Confession de Petit Chris. C'est malheureusement la dernière épisode pour notre première saison, mais on vous a préparé une invitée très spéciale. Aujourd'hui, on accueille Jade Bourbage. Salut Jade. Hey, allô! Merci d'avoir accepté l'invitation de venir à notre micro. Je suis donc bien contente. Vraiment, on est super contents de te recevoir. Puis, merci beaucoup d'avoir accepté de partager cet épisode-là avec toi. Puis, j'aimerais ça commencer que tu nous présentes brièvement un peu qui tu es. C'est quoi ton travail? C'est quoi ton poste? Tu as plusieurs chapeaux, là. Donc, Ouais, c'est dur, hein, faire le bilan, là. J'ai l'impression d'avoir plusieurs personnalités. En fait, j'ai peut-être même un trouble de personnalité multiple, on ne sait pas, là. Mais d'abord, je voulais vous remercier de m'inviter. Je trouve ça vraiment le fun. J'aime beaucoup votre titre aussi de podcast. Je pense que il y a quelque chose là-dedans qui est de l'ordre de la confession, de la confession publique de nos parcours à tous. Puis, ben aussi parce que, ben, tu sais, héritage de petits Chris, de petite Chris, je trouve ça intéressant comme titre parce que c'est souvent comme ça qu'on nous a peut-être étiquetés. Puis là, on se retrouve ici aujourd'hui en train de faire des projets ensemble qui sont pas nécessairement de cet ordre-là, mais je trouve ça vraiment le fun. Fait que merci de m'avoir invité. Pour mes personnalités multiples, ben, j'enseigne maintenant à l'université. Donc, je suis professeure à l'École de travail social à l'Université du Québec à Montréal, donc l'UQAM. Mais je suis arrivée là après un trait, tu sais, je suis arrivée là tard, en fait, quand on y pense, ma carrière a commencé plutôt tard dans l'université. Fait que quand on dit que j'ai plusieurs chapeaux, c'est que je suis passée par plusieurs étapes dans ma vie. Des fois, à la blague, je dis c'est comme si j'avais eu 40 vies. C'est vraiment étrange comment je me sens par rapport à ma vie. Puis des fois, quand je raconte des étapes de ma vie, on dirait que ça peut même pas s'inscrire sur une ligne du temps tellement c'est des affaires différentes qui me sont arrivées. Fait que je vais essayer de faire un petit bilan. Donc, avant de commencer mes études à l'université, j'ai été aussi intervenante. J'étais travailleuse de rue au centre-ville, donc je travaillais avec les jeunes, ce qu'on appelle les jeunes de la rue. C'est une étiquette commode qui nous permet de définir une population avec laquelle on travaille, mais tu sais, qui est pas pantoute homogène, là. Quand on dit jeunes de la rue, parfois c'est pas des jeunes en situation d'itinérance non plus, mais c'est des jeunes qui occupent l'espace public d'une manière qui nous apparaît inattendue, en fait, pour laquelle on prévoit pas ça dans nos villes maintenant. Fait que j'ai travaillé dans ce milieu-là pendant plusieurs années, dans le milieu communautaire, avec des partenariats avec les institutions publiques, avec des protocoles d'intervention très particuliers. Par exemple, pour travailler, moi j'ai travaillé beaucoup avec les jeunes fugueurs, les jeunes fugueuses des institutions. Donc, dans des maisons d'hébergement d'urgence pour jeunes fugueurs avec lesquels ben, on travaillait à les accueillir sans avoir immédiatement à les dénoncer, par exemple, parce que sinon, on ne pouvait pas développer une relation de confiance. Donc, on avait des protocoles d'intervention, des ententes, si vous voulez, avec la ville, avec les corps de police, avec la DPJ, des ententes dans lesquelles on n'était pas tenu de les signaler immédiatement. Donc, on avait une entente pour intervenir plusieurs fois. Puis avant ça, ben, j'ai été aussi placée. Donc, c'est un peu tous ces chapeaux-là dont on peut discuter aujourd'hui. je t'ai connue aussi dans certaines chroniques où est-ce que tu étais référée comme politicologue. Oui, je suis politologue OK. de formation. Puis ça fait partie de ce qu'on pourra parler peut-être plus tard, comme vous avez fait avec d'autres invités, de ce qu'on appelle la transition à l'âge adulte, qui est un terme assez technique, assez législatif, parce que l'âge adulte, c'est un âge qui est déterminé par la loi. Donc, on juge que le passage à l'âge adulte, la transition se fait à 18 ans, parce qu'on devrait techniquement être autonome, vivre dans la vie active. Mais moi, ma sortie de toute cette vie-là d'enfants placés, d'enfants de l'État, de travailleuses de rue, dans ce milieu-là, ben, ma sortie, je l'identifie beaucoup plus tard. Je l'identifie quand j'ai décidé de quitter mon travail
pour me dédier à temps plein à mes études à l'université. Puis ça, c'est arrivé, j'avais déjà mes enfants. J'avais 26 ou 27 ans. Puis j'ai étudié en sciences politiques euh, parce que, je voulais essayer de voir si je valais quelque chose ailleurs que dans le milieu de l'intervention ou dans le milieu du témoignage, de ce qu'on a vécu. Puis j'avais vraiment besoin de faire d'autres rencontres, vivre d'autres choses, vivre dans un autre milieu, mais toujours avec cette hantise-là de mieux comprendre nos institutions, comment ça fonctionne. Fait que, tu sais, j'ai comme fait 14 ans d'études, puis j'ai fait juste de la théorie de l'État, en fait, pour comprendre c'est quoi qui nous tombe sur la tête de même, là, puis qui, tu sais, c'est quoi toutes ces violences-là qu'on passe notre temps à justifier, puis à rationaliser dans nos sociétés. Fait que je pense que finalement, j'ai voulu comme aller voir ailleurs si j'y étais, mais j'étais pas capable de sortir mon histoire de mon corps non plus en étant à l'université. Tu sais, mes choix de cours, je regarde aujourd'hui, puis je me dis, tout ça, ça fait bien du sens, là. Tu sais, même si pendant que je le vivais, c'était pas nécessairement comme ça que je le voyais, mais c'est ça. Puis quand j'ai été embauchée à l'école de travail social, pour moi, c'est cohérent, c'est un retour à la maison, en fait. Puis si on revient en arrière, justement, comment ça s'est passé avant que tu sois placé chez toi, dans ta famille, la dynamique familiale, ça ressemblait à quoi? Ça, c'est une histoire bien délicate parce que souvent, pour faire le travail que je fais, puis notamment pour faire les recherches sur la DPJ, j'ai beaucoup centré mon regard sur ce qui se passe pendant les placements parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Puis que souvent, on justifie les échecs du système en revenant aux origines qui ont fait que les jeunes ont été placés ou que les enfants y ont été placés. Puis, tu sais, par exemple, on va dire, si on est en échec avec cet enfant-là ou ce jeune-là, c'est que les traumas sont trop complexes, les troubles de comportement sont trop graves. Fait que pour moi, ça a été comme un statement politique de jamais raconter dans l'espace public pourquoi j'avais été placée là, comment c'est arrivé. C'est une histoire que je partage avec vraiment beaucoup d'autres enfants au Québec qui viennent d'un milieu où il y a de la violence conjugale et qui sont retirés de leur milieu familial sans que, par exemple, la mère reçoive des services pour l'aider à ne pas perdre ses enfants. Souvent, on retire les enfants de ces femmes-là qui vivent déjà énormément de violence, puis on brise des relations familiales aussi, on sépare les enfants de ces femmes-là. Et c'est des années très troubles. Hein? Moi, tout ça se passe dans les années 80, fin des années 80, où les femmes autochtones, on leur enlève encore les enfants parfois à la naissance. On enlève les enfants aux femmes qui sont victimes de violences conjugales sans trop dire sur la place publique qu'il s'agit d'un problème social qu'une société doit vraiment adresser là, dans toutes ses dimensions. Fait qu'on fait pas trop de cas de ça. Les familles pauvres blanches des campagnes, les familles pauvres blanches en ville, parce qu'à l'époque, en plus, tu sais, moi, j'ai aucun souvenir dans mes placements d'avoir eu des pères racialisés. Aucune. Tu sais, je veux dire, on s'en occupait même pas, là, des communautés noires. Tu sais, c'est très lié politiquement à ce qu'on voit aujourd'hui dans les centres jeunesse. C'est un effet de nos discours politiques aussi. Fait que, tu sais, on se retrouvait toutes là, des gens qui venaient de milieux vraiment défavorisés, là, blancs, francophones, avec des problématiques sociales vraiment intense, puis pas de service aux familles non plus. Hein? C'est vraiment. Puis c'est encore le cas aujourd'hui. En fait, c'est ça qui est tragique, dans le fond. C'est qu'on on en est encore dans des dynamiques comme celle-là avec les familles pauvres, les familles autochtones, les femmes victimes de violences. On dit aussi souvent que c'est un contrôle sociétal qu'on fait auprès des familles qui sont défavorisées, qui sont plus souvent qui ont de la difficulté à répondre aux besoins des enfants à cause qu'ils n'ont pas les moyens Oui, financiers. oui. Puis il y a une
transition intergénérationnelle aussi, de la pauvreté qui se fait. Oui, Et puis, il y a quand même une surreprésentation en protection de la jeunesse de ces oui. gens-là. Mais moi, je m'intéresse aussi beaucoup, puis on n'en parle pas assez, du travail qu'on fait aussi auprès des papas, tu sais, des Mmh. pères, des enfants qui sont dans le système. Tu sais, tu parles de l'aide auprès des mères, auprès Mmh. des parents, de la famille, auprès des pères. Je pense qu'il y a aussi il y a des approches qui sont différentes. Puis on n'en parle pas suffisamment. Il y a Mmh. justement un sociologue qui a écrit un livre là, le mois dernier sur ça. J'ai pas eu le temps de le lire encore, mais c'est intéressant là, justement qu'on commence davantage à s'intéresser, puis dans la valorisation de la paternité aussi. Mmh. Mais moi, ça a été quelque chose que j'ai vécu, qu'on ne s'est jamais intéressé à ce que mon père avait de besoin. Et puis moi, c'était l'inverse. C'était mon père qui était victime de violences conjugales. Mmh. Donc, ça aussi, c'est un autre aspect auquel on ne Mmh. parle pas, toute cette honte-là aussi que les hommes osent pas aller chercher de l'aide ou sont parfois dans la honte de vivre des situations comme ça. Donc, c'est intéressant. Puis je pense que c'est quand on demande justement les raisons, la dynamique familiale, tu sais, les raisons qui ont emmené à pourquoi tu as été placé, c'est souvent justement pour mieux comprendre les besoins, tu sais, des familles, puis qu'est-ce qui a manqué, tu sais, qu'est-ce qu'on devrait faire autrement pour mieux accompagner ces parents-là, puis arrêter d'agir de manière autoritaire, dans une approche coercitive, puis très dictatrice aussi dans voici le modèle québécois, voici ce qu'on s'attend de toi en tant que citoyen, mais il y a maintenant différentes Mmh. façons là, de vivre sa citoyenneté, puis il faut être dans l'ouverture, puis dans l'accompagnement. Fait que je pense que c'est un point essentiel que tu nommes, mais la surreprésentation aussi là, des personnes autochtones, racisées, puis les besoins aussi dans les régions là, éloignées ne sont pas les mêmes Mmh. qu'en grande ville. Là. Tu parles souvent aussi des enjeux au niveau territorial aussi. Là. Je pense que ça, c'est des choses qu'on nomme pas souvent sur la place publique, là, d'adapter les services au Mmh. territoire. Là. Oui. Oui, puis je pense qu'on se raconte toutes sortes d'histoires par rapport à ça, hein, tu sais, comme quand, il y a eu, tous les féminicides l'année passée, puis l'autre d'avant, tu sais. Les gens parlaient de ça comme une conséquence, par exemple, de la pandémie ou, un nouvel enjeu, puis tout ça. De quoi un nouvel enjeu? Je veux dire, tu sais, et de la violence dans les familles, il y en a encore, c'est juste que et puis il y en a beaucoup, là, de la violence conjugale. Puis, tu sais, moi, je peux pas parler par rapport au père parce que c'est pas la dynamique ni que j'ai vécue, ni, tu sais, qui me vient à l'idée en premier quand on parle de la violence conjugale. Puis c'est tu sais, c'est délicat cet enjeu-là parce que, tu sais, la violence conjugale, bien sûr qu'il y a des hommes qui en vivent, mais, tu sais, ce n'est pas, euh, le fait d'attirer l'attention là-dessus quand on parle de la violence, tu sais, c'est pas dans les mêmes proportions non plus. Hein. Puis c'est pas la même prise en charge de nos institutions non plus. Ce n'est pas le même paternalisme. C'est pas du tout la même chose que avec une femme avec qui on se croit tout autorisé, dont y enlever ses enfants, tu sais, ou on a enlevé les enfants des familles autochtones. Puis la surreprésentation est très particulière parce que elle est pas partout pareille. Je m'explique. Par exemple, tu sais, on le sait qu'il y a une surreprésentation des Noirs au niveau des signalements. Mais c'est qui les premiers signalants au Québec? C'est les écoles. Fait que, tu sais, c'est là que ça va se faire sentir une espèce de, tu sais, de profilage social, racial, et tout ça, ça va se faire sentir dans l'institution scolaire. Mais dans les signalements retenus, par exemple, sont sous-représentés. On leur offre pas des services de protection aux jeunes noirs. Non, non, on va attendre qu'ils aient l'âge de passer au pénal. Puis là, ils vont être dans les gardes fermées au pénal, par exemple. Mais c'est pas parce qu'ils commettent plus de crimes. C'est la même chose que on dit tout le temps, on a fini par faire, comme je dis tout le temps, un lien de causalité entre pauvreté et maltraitance. Excuse-moi, une famille pauvre n'est pas plus portée à la maltraitance, là.
Puis là, les gens vont dire, ouais, mais les statistiques montrent quand même qu'à la DPJ, c'est des familles pauvres. Oui, mais ces statistiques-là, ils nous en apprennent sur nos institutions. T'sais, c'est nos institutions. Ben, les familles pauvres, ils vivent dans l'œil de l'État qui prend en charge de manière judiciaire des familles puis qui enlève des enfants. C'est ça que ça veut dire. Parce que des enfants qui vivent de la maltraitance puis de l'extrême violence dans leur famille, il y en a dans les familles aisées aussi. C'est juste qu'ils sont invisibles dans l'œil de cette institution-là. Alors que les pauvres, on est tout le temps en train de les mater de plein de façons. Là. C'est comme un peu c'est exactement de ce qu'on parlait dans le comité que j'ai aujourd'hui. Tu sais. Il y a un comité qui se demande les jeunes qui se ramassent dans les hébergements pour itinérance, que ce soit les auberges du cœur, le bunker, etc. Tu sais, oui, il y en a une partie qui provient de la DPJ, mais l'autre partie qui ne provient pas de la DPJ, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils se ramassent là? Tu sais? Fait que ça vient un peu à dire la maltraitance, ça n'existe pas juste chez les pauvres. Là, il y en a vraiment là, pas. Chez les riches aussi. C'est juste que c'est pris en charge différemment. Tu sais, j'ai déjà entendu parler qu'il y avait des personnes qui s'en allaient au pensionnat. Les riches, ils envoient leurs enfants dans des pensionnats quand ça va mal. Puis après ça, quand ils reviennent, c'est là des fois que ça peut déraper. Mais c'est ça, les réflexes ne sont pas les mêmes. Non. Fait que c'est super intéressant. Exactement. Tu sais, la prise en charge n'est pas la même. C'est comme on dit tout le temps, ouais, mais tu sais, les jeunes filles, est-ce qu'elles commettent moins d'actes délictuels parce que crime, il n'y en a presque pas en garde fermée des jeunes filles. Oui, mais c'est pas ça, c'est que le contrôle des jeunes filles, il passe pas par les mêmes appareils. Les jeunes filles, on va faire de la planification familiale. On va les prendre au nom de leur protection. On va les victimiser. On va les envoyer chez le psychologue. Tu sais, les jeunes filles, on les contrôle pas de la même manière qu'on contrôle des jeunes garçons. Fait que c'est pas tant... Oui, les statistiques judiciaires te montrent qu'il y a moins de jeunes filles qui passent au pénal. Oui, mais c'est parce que quand elles se font arrêter pour le vol d'un jeans dans le centre d'achat, bien, on ne va pas les contrôler de la même façon, puis on ne va pas les faire passer par le même circuit, si on veut. C'est pour ça que je vous dis, les surreprésentations de certaines populations, c'est selon vraiment les services, les paradigmes qu'on utilise de contrôle, de prise en charge, puis tout ça, c'est pas pareil dans toutes les situations. Fait que tout ça pour dire, j'ai évité encore la question des origines et de ma famille, même si j'en ai dit quelques éléments. Mais c'est ça, tu sais, fait que moi, mes placements, ils ont commencé très, très jeunes, en fait. Ils ont commencé vers l'âge de 7-8 ans, j'ai commencé à faire des familles d'accueil. Bon, d'abord, ma mère, victime de violences conjugales, un appareil d'État qui a l'habitude d'enlever des enfants à des femmes autochtones, à des femmes victimes de violences conjugales. Puis, ce qui a fait en sorte de plonger ma mère aussi dans un cercle vicieux épouvantable. Elle a été 25 ans en situation d'itinérance avec des troubles de santé mentale. Fait que moi, tu sais, parfois, j'écoute l'actualité puis je me dis, oh mon Dieu, juste dans mon petit corps là, de femme, là, tout ce qui fait l'actualité, c'est des choses que j'ai vécues dans mon enfance, c'est des choses qui se répètent avec l'histoire, c'est des choses que, tu sais, puis je trouve ça fou parce que, tu sais, j'en parlais aujourd'hui pendant ma rencontre avec Nancy, je disais, tu sais, 4 milliards qu'a coûte cette institution-là. 4 milliards pour entretenir un système en échec. Moi, je capote ma vie. Parce que ce 4 milliards-là, excuse-moi, là, toi, tu l'as-tu senti dans les activités qu'on t'a offert pendant ton placement? Moi, jamais. Hein? Fait qu'il va où, là? T'sais, on injecte de l'argent pour entretenir un système en échec d'accompagnement là, total. Là, puis, pendant ce temps-là, ben, c'est un 4 milliards qu'on ne met pas pour enrichir des familles au Québec. Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une politique familiale au Québec. Toutes les enveloppes, là, les organismes se les arrachent. Fait que là, on va monter sur la place publique là, pour défendre les services de première ligne. Parce que là, on dit, on a trop investi dans le deuxième puis dans le troisième. Là, ça se chamaille tout. Là. Il n'y en a pas un qui lève sa main pour dire, on a un tabarnak de problèmes. Là. Comment ça se fait qu'on ne parle pas d'enrichir directement les familles? Je veux dire, c'est fou, là.
Moi, quand j'enseigne à mes étudiants, des fois, je les envoie sur le terrain faire de l'observation, puis je leur demande de faire un entretien. Première semaine d'observation, ils n'ont pas d'entretien. Deuxième semaine, pas encore. Troisième semaine, ils disent j'ai de la misère à recruter, j'ai contacté. Hey, on a oublié, là. Ils passent par des institutions, puis tout, pour recruter, pour parler à des gens. On a même oublié de parler au monde au café. C'est juste ça, là. Fait que tout doit transiter par des institutions, des paliers, des ci, des ça. La moindre affaire que tu veux. On a oublié de faire des affaires avec les jeunes. Moi, en tout cas, je sais pas, je nous trouve bien calmes. Mais j'ai l'impression qu'il y a trop de monde qui s'enrichissent dans ce système-là, puis qui ne peut pas mordre la main qui te nourrit, en quelque part. Là. Ben, c'est un des très gros employeurs aussi. C'est ça aussi, là. Qu'est-ce que tu fais avec tous ces emplois-là, là? Je veux dire, à la commission, les dés, ils apparaissent pipés d'avance là, quand on voit leurs recommandations, parce que tout le monde a dit que c'était trop gros. Tout le monde a dit qu'on voulait un ombudsman des droits de la jeunesse au Québec pour défendre de manière indépendante, directement attaché à l'Assemblée nationale. La première chose concrète qu'ils font, c'est qu'ils mettent une directrice nationale. Tout le monde, même les DPJ des régions sont venus demander d'arrêter de faire ça. Leur première affaire qu'ils font, ils en rajoutent une couche. C'est ça. C'est fou, là. Pendant ce temps-là, on n'a pas envoyé d'argent, là. C'est la mentalité occidentale. Tu sais, même juste quand je fais des mixages, là, au lieu de rajouter des pics dans mon EQ pour essayer d'égaliser le son, il faut t'en enlèves. C'est une loi de base, mais la plupart des gens, on n'a pas ce réflexe-là d'essayer de soustraire des choses, de garder de l'efficience. Puis tu sais, tu parlais tout à l'heure, Jessica, de la transmission intergénérationnelle, soit des traumas, soit de la pauvreté, puis tout ça. Ça, là, tu sais, facile de faire porter ça aux individus. Ah, ben, tu sais, il a été violent. Fait que là, ça, Ben moi, ce que je vois, c'est que ça explique davantage qu'est-ce qu'on a échoué dans offrir exactement, c'est ça que je voulais te faire dire. C'est plus ça, moi, que ça me dit. Oui. C'est qu'on n'a pas su t'offrir les services que tu avais besoin au moment où tu en avais besoin. Clairement. Ça finit que tu arrives, puis tu n'es pas outillé, puis tu ne sais pas quoi faire. Puis aussi, tu deviens soit dépendant ou complètement indépendant des institutions, puis dans une désaffiliation sociale. Fait que c'est trouver un juste équilibre aussi, à un moment donné, pour, oui, redonner confiance en cette institution-là qui, quand même, se veut essentielle pour ses fondements, mais qui, d'un autre côté, a une culture et une manière de faire qui n'est pas appropriée et qui doit faire de l'introspection. Puis, tu n'en parles souvent aussi, c'est qu'il y a comme un omerta, puis c'est comme des soldats, hein? C'est ça que tu disais, qui étaient au front, puis on n'est pas en guerre, on n'est pas en train de les fusiller. On parle d'une culture, on ne parle pas nécessairement de ces individus-là. Donc, il faut qu'ils fassent preuve aussi, eux, d'introspection pour voir dans quelle culture ils se sont inscrits et qui, au final, ne voient plus parce qu'ils sont trop ancrés à l'intérieur et ils se sont conformés à cette culture-là sans même la remettre en question. Donc, souvent, c'est eux les pires qui nous disent même de nous taire et qu'on dérange. Et puis ça, c'est difficile parce que nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut travailler tous ensemble pour répondre aux besoins, pour arrêter justement cette transmission intergénérationnelle qui peut arriver, mais qui n'arrive pas toujours. Là, on s'entend non plus. Je ne veux pas généraliser. Surtout pas. Puis moi, je pense qu'on a, sur cette question-là, de la transmission intergénérationnelle des traumas, puis tout, on a beaucoup à apprendre des communautés autochtones. Parce que elles ont fait le lien entre l'histoire coloniale et cette transmission-là. Donc, c'est pas une question d'individus qui passent des traumas comme ça. Hein, je veux dire,
c'est pas comme ça que ça fonctionne. On peut pas faire porter la responsabilité de la transmission intergénérationnelle de violence puis tout ça à des individus puis des communautés. Cette transmission-là, puis elle est inscrite dans l'histoire puis dans le fait, comme tu dis, qu'on se remet pas en question. Mais tu sais, j'allais revenir sur cet élément-là. C'est la preuve que ce système-là a réussi, dans le sens pas de son échec puis tout ça, mais tu sais, dans une société libérale, un des principes de base, c'est de diluer l'imputabilité, de la faire descendre jusqu'au plus bas. Hein? Fait que maintenant, ben, l'échec du système, on le fait porter ces jeunes. Ah, il n'a pas collaboré, il ne collabore pas à son suivi, il y a bien trop de troubles de comportement, puis tout ça. Fait qu'un échec de suivi, on va le faire porter aux familles, aux individus. Quand l'institution est prise en défaut, notamment de lésion de droit, puis tout ça, ben, on va le faire porter aux intervenants. Hein? Puis là, on va dire, ben, c'est parce qu'ils sont pas assez sur le plancher, ils n'ont pas le temps de faire leur job, ils n'ont pas le temps de... Fait que ce système-là permet justement que les gens le prennent sur eux quand on critique l'institution. C'est pour ça que je parlais de petits soldats, puis c'est ça qui est délicat dans construire une critique constructive de cette institution-là. C'est vraiment délicat parce qu'il y a beaucoup de sensibilité autour de cette institution-là. Puis aussi parce que, crime, free pass, là. Pendant 25 ans, on a fait de la lésion de droit puis on n'était pas capable de briser le silence. Fait que là, hey, tombes-tu des nues, tu penses? Ça fait 3 ans qu'on parle d'eux autres, là. Puis on est plein à parler d'eux autres. Puis, je veux dire, là, le vernis craque de partout. Fait qu'évidemment qu'ils se débattent comme, je veux dire, une souris dans l'huile chaude, là. On parlait pas de ça. On n'entendait jamais des anciens jeunes placés parler dans l'espace public. Puis là, hey, écoutez, on en entend, mais qu'est-ce qu'on nous demande quand on nous demande de témoigner? De dire des histoires positives. Soit des histoires positives ou raconte-moi tes traumas. On fait du porn trauma autour de ça. Fait que tout le monde est là, il faut valoriser la parole des jeunes, la mettre au centre, puis tout. Oui, mais tant qu'il fait rien que raconter son histoire. Parce que s'il commence à critiquer l'institution, puis à parler de ce qui ne va pas dedans, on les incite à témoigner, mais on ne les incite pas à nous témoigner des savoirs qu'ils ont sur l'institution. Ils sont pas commodes. Là. Quand c'est rendu là, c'est pas commode. Reste avec tes traumas, puis tout ça. Parle-nous des origines. Pourquoi tu as été placé? Ton histoire familiale. On aime ça, on se nourrit juste de ça. C'est pour ça que je vous dis, j'en parle pas de ça, parce que c'est pas là que j'aimerais nous amener collectivement. J'aimerais ça participer à nous amener ailleurs. Qu'est-ce qui se passe pendant ces années de placement-là? Parce que ça aussi, ça ajoute au trauma. Ça aussi, c'est des violences qui s'accumulent puis qui ont des conséquences à très long terme sur les individus. Là. J'ai dit, moi, mon corps, il appartient à l'espace public. J'ai vécu en institution. Puis regarde, j'ai appris à m'en servir professionnellement de ça. Mais mon histoire ne m'appartient pas. J'appartiens à l'espace public. Mais ça, c'est fou, là. Puis après, on se plaint que les jeunes filles n'apprennent pas le consentement, ils n'apprennent pas ci, ils n'apprennent pas ça. On règle leur vie au quart de tour en institution. Tu ne peux pas avoir un rapport à ton intimité, à ton corps. Ton corps ne t'appartient pas. Un corps institutionnalisé, c'est un corps qui est marqué par l'institution, par les règles, par ci, par ça. On reconnaît les corps institutionnalisés quand on a vécu ça. On se reconnaît entre nous. On les porte, les stigmates de l'institution. Quand on sort, dans nos relations amoureuses, ça a des conséquences. Dans nos relations interpersonnelles, Quand on retourne hospitalisé aussi, quand on retourne dans les institutions. Puis, oui, ça ne nous donne jamais envie. Hein? Moi, il y a quelque chose qui m'enrage dans le fait qu'on ne laisse pas justement les jeunes s'exprimer sur leur savoir expérientiel, puis essayer de dire les failles du système, parce que un problème bien campé, à moitié résolu. Puis c'est pour ça que la participation des jeunes est essentielle à peu importe le projet que tu veux mettre sur pied. Comme là, il y a les aires ouvertes qui s'en viennent. Fait que, tu sais, je suis contente qu'ils impliquent des jeunes, mais en même temps, si tu des jeunes qui ont consulté des services, il faut que ce soit des jeunes qui ont consulté des services, tu sais. Ce qui n'est pas nécessairement le cas dans
ce que je connais pour les aires ouvertes. Fait que, tu sais, c'est toutes ces discussions-là qui sont comme nécessaires pour essayer de bâtir un système qui a de l'allure, puis qu'il y a une résistance depuis des années, puis que graduellement, on vient à bout de faire bouger un petit peu l'affaire, mais ça reste fragile. Tu sais, quand il y a eu la pandémie qui est arrivée, il y a plein de projets de recherche que j'ai connus qui ont été mis de côté, qui ont tombé à l'eau, qui impliquaient des jeunes, qui impliquaient les patients. Puis que, ben là, sous prétexte de la pandémie prend bien des ressources, on tasse tout ça, puis là, il faut essayer de repartir la patente, tu sais. Mais c'est pour ça qu'en tout cas, nous autres, on voulait offrir vraiment un espace de parole où ce que les ex-placés peuvent dire tout ce qu'ils veulent dire, puis vraiment, tu sais, qu'on soit capable de cibler les failles à régler, tu sais. Puis en même temps, ce qu'on a remarqué aussi, puisque certains auditeurs nous ont écrit pendant la saison, c'est merci d'être là puis de nous permettre de parler de notre histoire parce qu'il n'y a jamais personne qui nous a écoutés. Fait que ça aussi, ça nous ramène à D'ailleurs, on avait fait une conférence au symposium sur le trauma, puis des intervenants nous ont dit, nous, on n'est pas à l'aise de parler des traumas. Puis on s'est dit, mais si vous, en tant qu'intervenant, vous n'êtes pas à l'aise, qui d'autre va le faire? Puis ce que les jeunes nous disent, c'est qu'à écouter aussi, puis nous autres aussi, là, on s'est rendu compte qu'avec le temps, à force d'échanger entre nous, à force d'entendre d'autres histoires, ça nous permet de mieux comprendre aussi ce qu'on a vécu, puis de mieux développer une parole collective également qui est plus compréhensive de toutes les nuances. Parce que un jeune qui a vécu toute sa vie en famille d'accueil et que ça s'est bien passé ou qui a vécu une adoption, ça va être complètement différent qu'un jeune Bien qui a été sûr, institutionnalisé, qui a vécu toute sa vie en absolument. centre jeunesse. Mais quand on prend parole collectivement en tant qu'ex-placé, c'est le fun d'avoir ces échanges-là entre nous pour mieux comprendre les vécus différenciés de chacun, pour être à même de mieux porter une parole puis de mieux faire entendre notre voix qui est collective parce que c'est en emmenant toutes ces nuances-là parce que c'est pas un groupe homogène, puis nos parcours sont différents. Oui, puis différents. pas se faire considérer comme de simples anecdotes. Exact. Tu sais, je veux dire, ces histoires-là, c'est pas une anecdote, c'est pas insignifiant. Je veux dire, t'interroges n'importe qui est passé dans ce système-là. Oui, t'as quelques histoires heureuses, puis valorisons-les si on veut. Moi, c'est pas ça ma job. Tu sais, moi, c'est quand même de prendre toute l'autre lot, là, qui vit dans cette institution-là, puis qui a fucking pas une fin heureuse. Tu sais, puis moi, je trouve pas ça normal. Quand je te disais tantôt, je nous trouve calmes. Je nous trouve calmes devant le fait, excuse-moi, c'est une institution publique, c'est une institution d'État, elle devrait avoir des obligations, par exemple la scolarisation. Excuse-moi, on se scandalise là à tout moment sur les taux de décrochage. Pour tous les autres jeunes du Québec, là, ouais, les enfants, les jeunes placés, 17% qui sortent avec leur secondaire. C'est après des années dans cette institution-là. Excuse-moi, on est calme. On est très calme. T'sais, mais c'est parce qu'on n'a même pas d'ambition pour ces jeunes-là. Notre perspective est tellement méprisante. Je veux dire, socialement, c'est fou, là. C'est scandaleux. Puis après ça, les chiffres sortent sur l'itinérance. Excuse-moi, nous sommes devant un système qui fabrique des citoyens de seconde zone. Puis tant qu'on ne se regardera pas en face, puis qu'on va être dans l'espace public pour justifier les pratiques de ce système-là, on n'arrivera pas au bout de ça, là. On n'y arrivera pas. Parce qu'on n'est pas sa place publique en ce moment pour défendre les droits de la jeunesse. C'est quand même fou. Ça devrait être ça, notre premier mandat. Mais c'est pas ça pantoute qu'on est en train de faire. Moi, je l'attends encore, le DPJ au Québec qui va être sur la place publique pour défendre les droits de la jeunesse. Je ne l'ai pas encore vu. Ils sont tous là à justifier ce système-là. Très honnêtement, j'ai pas vraiment d'attente. Là. Nancy, aujourd'hui, elle me demandait, pragmatiquement, moi, je verrais des petites maisons partout. Des petites maisons sous le modèle du foyer de groupe. Le foyer de groupe, au départ, c'est une bonne idée, là. Sauf que c'est rendu quoi? C'est rendu un privilège. Tu gagnes ton privilège d'aller en foyer de groupe, quand tu te comportes comme du monde, quand c'est... ça devrait être le modèle, c'est-à-dire des maisons partout,
éparpillés sur le territoire, valoriser la mixité sociale, valoriser les relations sociales. Moi, je vous dis, il y a une chose qui me tue dans ce système-là, c'est qu'on ne valorise pas les relations sociales. Toi puis moi, là, puis toi, là, on vit que de ça. Moi, c'est ça qui me tient en vie, c'est des relations sociales. C'est comme ça pour tout le monde. Puis on les valorise dans plein d'autres contextes, ces relations sociales-là, puis cette vie de communauté, puis la vie de proximité. Hey, même le commerce valorise le commerce de proximité maintenant. T'sais, même notre économie parle de commerce de proximité. Mais les enfants de la DPJ, eux autres, non, non, non. On va les prendre là, de leur milieu familial ou de leur communauté, puis on va les placer dans un centre ailleurs, on ne sait pas trop où. Là, enfermé bien raide, pas de relations sociales, tu sais, avec le monde extérieur, tu sais, comme la sous-scolarisation. Tu sais, Nancy, elle me disait aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette affaire-là? Hey, simple, là. On renvoie tout le monde dans les écoles de quartier. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, c'est pas normal. On C'est un on modèle empile des désuet. corps, hein, comme tu dis souvent, on Ouais, empile des corps dans des institutions, puis puis plus un sur mot des ça gueule. gymnases, tu sais, dans des Ouais, gymnases, sur des ouais, matelas au sol, pas de ouais. chambre, avec des paravents. Puis là, Pas de on trouble. sait qu'il y a 5-6 enquêtes dans 5-6 régions à la Commission des droits de la personne, mais rien change. Non, pas de trouble avec ça. Des Ben, c'est vies ça, qu'on j'ai quasiment méprise. que c'est les orphelinats de Duplessis, un peu ce Oui, modèle-là qui se répète inconsciemment. Où est-ce que complètement. là, tu es marqué avec un diagnostic, tu es pris en institution, tu es Complètement. ostracisé, puis et voilà, après ça, Puis tu as ça donne raison de le ce beau soulever. sketch-là, mais Tu ouais. as raison de le soulever parce que c'est un héritage. Ça s'inscrit dans notre histoire. Puis notre histoire là, coloniale, puis notre histoire d'enfermement de toutes sortes de populations, les vieux, les chômeurs, les gens qui présentaient ce qu'on appelait des troubles mentaux, tout ça, là, ces logiques-là d'enfermement, là, c'était le socle de nos logiques de prise en charge dans les institutions charitables. Ça, on en hérite, là. Puis c'est pas de l'histoire ancienne. C'est comme ça qu'on continue à travailler. Puis c'est banalisé. Mais hey, il n'y a rien de banal là-dedans, là. Je veux dire, quand tu rentres, par exemple, dans un grand refuge d'itinérance, il n'y a rien de banal à trouver 150 couchettes, une à côté des autres, avec des tours de douche, puis tout ça. Puis il n'y a rien de banal à avoir de la moisissure dans des douches, dans les centres jeunesse, puis qu'une éducatrice a le goût de prendre sa douche parce qu'elle a un événement après, puis elle ouvre le rideau, puis elle veut même pas elle-même se laver dedans. Il n'y a rien de banal là-dedans, là. Mais tout est banalisé. Les Tout est... frigos sont vides. Des fois, il y a des jeunes, des endroits, ils n'ont pas de repas pour le dîner, tu sais, parce qu'ils vont à l'école à l'externe, puis on n'a pas de budget pour leur donner des cartes de repas, puis on n'a pas de nourriture à moitié à part des petites collations. Il y a une négligence institutionnelle qui Complètement. existe. Puis d'un autre côté, on empêche des familles d'accueil d'être familles d'accueil parce qu'il manque un pouce à leur fenêtre, tu sais, mais Ouais, on enferme des corps dans des gymnases ouais. et on brime leurs droits. Donc, il y a des incohérences dans le système. Je suis d'accord que tu parles des foyers de groupe, des modèles de foyers de groupe. Je pense qu'il y a plusieurs jeunes qui nous ont dit que c'était quelque chose qui était bien pour eux aussi. En même temps, on ne veut pas non plus faire ça pour les plus petits. Il faut faire attention, les approches de foyers de groupe aussi. Il y a quelque chose au niveau Mais tu sais, il y a du plein de roulement monde de personnel qui est inquiétant là aussi, qui est plus fréquent dans les foyers de groupe versus une famille d'accueil où on a une stabilité généralement avec la personne qui est là aussi. Qu'au niveau de l'attachement, il y a des Mais tu sais, enjeux importants. il y a plein de gens qui sont dans cette institution-là qui, au départ, ne devraient même pas être là. Comprends-tu? Moi, je n'irai jamais à la place publique dire ben non, on n'a pas besoin d'aucune institution ou de groupe ou d'association qui accueille des enfants qui sont victimes de violences puis qui se font enfermer avec la couche pleine. Il y a des histoires de maltraitance au Québec là, hallucinantes, puis de violence hallucinantes. C'est pour ça qu'on devrait avoir une institution publique, mais une institution publique qui est redevable au public, qui est obligée
de rendre des comptes au public, qui est transparente. Je veux dire, moi, j'hallucine, là, que personne ne peut savoir ce qui se passe là, puis que ça sonne pas une cloche. Hey, si tu peux pas rentrer quelque part, je le dis souvent à la boutade, là, mais je pense que pour mes collègues chercheurs c'est plus facile d'enquêter sur la police qu'enquêter sur la DPJ. C'est une simple boutade, là, parce qu'on les... Puis c'est pas peu dire, là, c'est dur d'enquêter sur la police, là. Mais, je veux dire, ces pratiques-là sont pas normales. Il y a plein de gens qui sont là, qui ne devraient pas être là, mais c'est une conséquence de tout notre désinvestissement au Québec, sur les familles, sur les enfants. À quelque part, ça va leur revenir en pleine face à un moment donné au gouvernement parce que les jeunes qui passent dans ces systèmes-là puis qui choisissent la désaffiliation sociale, qui travaillent au noir, puis qui ne veulent rien savoir de devenir un petit contribuable qui donne sa petite part d'impôt, là, à un moment donné, ça va finir par les rattraper. Il va y avoir moins d'argent qui va rentrer pour se graisser les pattes. Mais en même temps, en ayant 17% seulement de diplômés, ben, tu t'assures que tu as un 80% qui va tout le temps faire les jobs de merde au Québec. Ça fait partie d'une main-d'œuvre, d'un cheap labor. Là, je veux dire, on produit de la misère. Fait que ça nous permet quand même d'assurer. Puis là, on pourra nous traiter de tous les noms là, de ces métiers. C'est des pratiques très documentées. Là. On fait beaucoup de nivellement vers le bas. Là, ben complètement. Complètement. Vraiment. Hey, je veux dire, la scolarisation, c'en est un exemple. Je veux dire, s'il y a un exemple de ségrégation scolaire au Québec, c'est la DPJ. Puis il y en a plein d'autres, là. Startez-moi pas là-dessus, là. Il y en a plein d'autres, là. Mais, ça, c'est hallucinant, là. Moi, comme citoyenne, je trouve inacceptable que des enfants soient sous la responsabilité de l'État et qu'ils ne soient pas scolarisés. Je veux dire, n'importe quel parent au Québec qui ne scolarise pas son enfant, là, peux-tu te dire que l'État il est dans sa cuisine, ça prend 2 secondes et quart? C'est une obligation au Québec de scolariser ses enfants. Puis, c'est notre système qui contribue aussi à cet décrochage scolaire-là de nos jeunes placés. C'est 60% des jeunes qui sont placés qui décrochent de l'école. Ils ont 2 à 3 ans de retard scolaire. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont rendus là? C'est qu'on n'a pas répondu encore une fois à leurs besoins. Souvent, ils ont des difficultés, que ce soit de la dyslexie, dysorthographie. On n'a pas ces services-là en protection de la jeunesse. Souvent, il y a des cours qu'on n'offre même pas à l'école à l'interne qui ne nous permettent même pas d'avoir notre diplôme d'études secondaires. Il n'y a pas de laboratoire de sciences, par exemple, qui est un cours obligatoire. Il y a des choses qui se passent qui sont complètement aberrantes, mais personne lève le doigt parce qu'on dit qu'il faut les réadapter. Puis là, on pourrait t'allumer avec ce mot-là. Puis, mais je pense qu'on peut parler plus de rétablissement aussi. S'il y a beaucoup de jeunes qui ont vécu des traumatismes, qui ont vécu des choses difficiles, ils ont juste besoin qu'on prenne soin d'eux. Puis ils ont juste besoin de prendre soin d'eux aussi, de se rétablir en tant que personne, puis de s'épanouir, puis qu'on arrête de tout le temps cogner le clou. Mais à un moment donné, c'est ça, on peut-tu arrêter de tout le temps pointer du doigt les mauvais comportements, puis essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont vécu, mais aussi qu'est-ce qu'on fait pour répondre à leurs besoins. Les jeunes demandent des services, puis les services ne sont pas là, les services ne répondent pas, les services sont au privé. Fait qu'il y a tellement d'enjeux qu'à un moment donné, on ne sait plus par où commencer aussi parce qu'on a trop longtemps négligé ces institutions-là aussi. Hey, je te répète, 4 milliards. OK? Fait que moi, là, je serais vraiment intéressée à voir le cycle de vie d'$1 dans cette institution-là parce que je vais te dire une affaire, ça ne va pas au service aux jeunes. C'est pas là que ça va, là. Hey, tu sais, on exagère à peine en disant qu'on continue à faire des colliers de macaroni avec des jeunes de 16 ans. Là, j'exagère à peine. Le boss, il prenait, on était censé recevoir 100$ par mois pour aller magasiner au centre commercial, s'acheter des vêtements. Il prenait la moitié de ça pour chaque fille qui était dans le foyer de groupe. C'est pour ça que ton institution a refermé. Mais tantôt, justement, quand on parlait d'école,
toi, tu as été enlevé de ton milieu, pris par la DPJ, tu avais 5-6 ans. Fait que, tu sais, j'étais curieuse de savoir comment ça a été ton parcours scolaire. Tu sais, tu débutais Une justement en maternelle. catastrophe. OK. Une catastrophe. Bon, moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de familles d'accueil. J'ai changé d'école super souvent. J'ai quand même réussi à finir mon primaire. Étape quand même cruciale. Et après ça, j'ai été placée au Mondioville, j'ai été placée à Cap-Rouge, au centre pour filles, où il y avait des gardes fermées pour filles dans ce temps-là, à Cap-Rouge, au centre jeunesse de Cap-Rouge. Puis, ben moi, quand j'ai commencé l'université à 27 ans, j'avais juste un secondaire 1. Tu as commencé. OK, tu as fait vraiment le skip du secondaire 1 à l'université. Oui. Fait On que est en genre quelle un année? an avant de rentrer à l'université, j'ai dit OK, là, il me faudrait quand même un diplôme d'études secondaires. Fait que j'ai appelé au centre Champagnat. Puis j'ai dit c'est quoi la solution là, tu sais, moi j'ai un secondaire 1 tu sais, j'ai 26 ans, je ne sais pas quoi vous dire. Là. J'ai un secondaire 1. Tu sais, j'ai fait toutes les polyvalentes à Québec, puis ça marchait jamais. Là, mais je n'étais pas tenable. Là. Fait que j'ai fait l'école à l'interne aussi. Oublie ça, c'était la même affaire. Là. C'était pas possible du tout, du tout. Puis pourtant, j'étais extrêmement bonne à l'école. Fait que c'est même pas une question de trouble d'apprentissage, c'est une question de ça me stimule pas, mais zéro fort balle, là, ce que vous m'offrez à l'interne, là, c'est rien. Là, j'étais sans doute aussi très arrogante, hein, parce que je pense que j'ai trouvé déjà poche. T'sais. J'ai appelé au centre Champagnat, puis j'ai dit comment qu'on fait, là, qu'est-ce que je peux faire? Puis c'est là que j'ai appris qu'on pouvait faire ce qu'on appelle des examens d'équivalence. Fait que je devais passer 6 matières, c'est ça? Puis je devais en réussir 4 ou 5 sur 6. Puis j'avais 6 mois pour me préparer puis étudier. Ben, une pierre deux coups, là. Moi, j'ai pris mes rendez-vous, là. Puis j'ai dit, OK, go, je vais étudier. Fait que j'ai étudié 2 semaines, puis j'ai passé tout mon secondaire. J'ai eu mon attestation de diplôme d'études secondaires. Puis après ça, j'ai fait, avant de rentrer à l'université, j'ai fait un AEC en éducation à la petite enfance. Puis j'ai travaillé dans les services de garde, puis dans les garderies, puis tout ça. Puis là, c'est là que je me suis rendu compte, j'étais comme, oh mon Dieu, mais tu sais, regarde-moi aller, tu sais, ce qui m'intéresse, c'est toutes les jeunes qui intéressent personne, tu sais, qui sont les plus, considérés les plus turbulents, les plus, tu sais, c'est tout le temps ça aussi, c'est le discours de la fatalité dans nos institutions qui me dérange énormément. Parce qu'il y a ça hein, qu'on a banalisé puis qu'on a normalisé, le fatalisme. Hein. S'il n'est pas pourri aujourd'hui, il va être pourri demain de toute façon. Fait que, tu sais, puis ça, là, les jeunes l'entendent de toutes sortes de manières. Ça le font renvoyer en pleine face tout le temps. Excuse-moi, là, tu peux pas te construire une estime de soi quand on a ce discours-là fataliste à côté de toi. C'est l'effet golem aussi, tu sais. Oui, oui, absolument. Fait que, tu sais, c'est très... fait que j'ai fait mon AEC, j'ai travaillé dans les garderies puis tout ça. Puis là, quand je me suis rendu compte que, tu sais, je travaillais dans un service de garde pour les 2 jeunes dont personne ne voulait sur 500, ben là, j'ai dit, bon, ouais, tu sais, je vais retourner, tu sais, travailler dans le social, être intervenante, travailleuse de rue. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis je suis rentrée à l'université. J'ai commencé à l'université vraiment à temps partiel, en fait, au départ. Mais oui, j'avais un secondaire 1 quand je suis rentrée à l'université. Puis ma première session à l'université, je m'en souviens parce que moi, il y a une frontière symbolique hein, aussi. Au Québec, on dit tout le temps, ouais, l'accès à l'université est universel, puis tout ça. Bullshit, là. Je veux dire, moi, là, il y avait entre l'université puis moi, là, il y avait un monde, là, une frontière symbolique, là, capotée, bien raide, là. Tu sais, je pensais jamais que je pourrais me retrouver parmi ces gens dans l'université. C'était pas ma place, c'était pas ma culture, je venais d'un milieu hyper, tu sais, moi, je suis la première chez nous à avoir fait des études, là. Tu sais, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un, tu sais, ma fille, c'est la première génération dans toute ma famille qui a un vrai diplôme d'études secondaires, qui l'a fait jusqu'au secondaire 5, première génération. Fait que, tu sais, tantôt, on parlait de transmission générationnelle puis tout ça. Excuse-moi, là, moi, j'en ai fait mon mantra. Ce petit cercle-là, là, il est
pas question que je le reproduise avec mes enfants. Mes enfants ne vivront jamais ce que j'ai vécu. C'est impossible. Impossible. T'sais, que j'envoie une institution s'approcher de ma maison pour prendre mes enfants, ça n'arrivera jamais dans 100 ans. Fait qu'on dirait qu'inconsciemment, c'est tout ça aussi. Que toutes mes décisions dans ma vie, je les ai prises pour que ça soit jamais possible. Que ça arrive chez nous. Puis, j'avais l'impression aussi qu'en faisant ça de cette manière-là, c'était pour moi une manière de rendre hommage à ma mère. Parce que, puis ça se peut que je devienne très émotive quand je parle de ça, c'est des femmes qui ont été brisées par notre histoire collective. Mais vraiment, là, ma mère, ce n'est qu'une vie de violence. Tu parlais des enfants du Plessis tantôt. Ma mère avait sans doute des troubles de santé mentale depuis qu'elle était petite, donc une schizophrénie, ce qui a fait en sorte, à l'époque, parce qu'on les considérait comme ayant soit péché, c'est un châtiment de Dieu, avoir une maladie mentale, soit être possédé du diable, mais ma mère a aussi été placée dans ses pensées. Ce n'est qu'une vie de violence, à subir la violence au coup par coup. Tout le temps, tout le temps. Fait que je pense de tenter de briser ce cercle-là, là, ben ça a été ça a été mon élément de toutes mes stratégies de survie, puis de toutes mes décisions aussi avec mes enfants, en fait. Fait que l'université, tu sais, accessible à tous, bullshit, c'est pas vrai. C'est extrêmement intimidant quand tu as une histoire comme la nôtre. Tu sais, je pense juste à quand je suis passée à la commission Laurent, tu sais, je pense à un des premiers commentaires qu'une des commissaires a fait, c'est « Hey, merci pour votre courage, tu sais, de vous afficher. » Du courage de s'afficher? Est-ce que s'il faut du courage pour s'afficher, d'être passé dans vos institutions, vous rendez-vous compte comment vous avez un asti de problème avec vos institutions? Faudrait se cacher, là, continuer à se cacher dans un trou, là. Tu sais, ils sont eux-mêmes, ils savent qu'on porte des stigmates avec leurs maudites histoires. Tu sais, ça, pour moi, ça a été tout un défi. Puis, comme je vous disais, j'avais un secondaire 1. Puis, pour moi, l'université, ça a été une révélation, là. Je veux dire, c'est un bonheur, là, de A à Z. Ce que j'ai vécu à l'université, c'est un bonheur. Être stimulé culturellement, être stimulé intellectuellement, découvrir des choses. Puis moi, je ne sautais pas une lecture, là. Maniaque bien raide, là. De tout mon bac, je n'ai jamais sauté une lecture, puis je lisais toutes les notes de bas de page. Je capotais ma vie. Puis je voulais comprendre comment on en était arrivé là avec nos institutions, comment qu'on traite les gens aussi. Cette violence-là de nos sociétés qui passe son temps à se cacher, puis tout ça, pour moi, c'était vraiment, vraiment important de comprendre ça. Mais j'ai l'impression que cette rage-là de comprendre, là, il y a beaucoup, beaucoup d'ex-placés qui la partagent. Ah oui, vraiment. Que ce soit autant au vraiment. niveau personnel, de comprendre les dynamiques familiales, puis qu'à un moment donné, surtout quand tu comprends que finalement, là, c'est peut-être pas toi l'enfant le problème, mais tes parents, ta famille qui t'entourait et le système. Fait que ça l'enlève tellement de fardeau puis de honte à sa propre histoire personnelle. Puis c'est là que ça devient un moteur de OK, fait que je suis capable de pogner la merde qui m'est arrivée, y donner du sens, puis la transformer pour essayer de faire en sorte que les prochains, ils ne vivent pas ça. Mm-hmm. Ben moi, je pense c'est ce qui me motive à prendre la parole dans l'espace public sur cette institution-là. J'ai souvent dit à Jessica, moi, je suis allée témoigner à la commission, on s'entend-tu que j'y crois pas pantoute à la réforme de la DPJ, zéro, là, zéro. Mais pour moi, je disais, si je le fais pas, il y a personne qui va le faire, ça. Puis moi, je leur dois ça aux jeunes qui sont encore là, qui sont encore pognés là-dedans. Puis tu sais, oui, marquer mon vocabulaire, là. Moi, je n'ai pas une bonne expérience à la DPJ. Moi, on n'a pas aidé ma mère. Moi, je veux dire, il n'y a aucune pitié là, par ça.
Puis quand on me sort une histoire positive, je dis, ben, fucking, t'as pogné le gros lot. Dans tout le lot, là, crime, t'as été chanceux. Oups! T'as une belle histoire avec cette institution-là. Mais, tu sais, quand on interroge les familles au Québec qui sont là-dedans, puis c'est pas ça qui ressort le plus. Puis je veux bien là, qu'on continue à se nourrir d'histoires positives, là. Mais ça ne doit pas nous aveugler sur ce qu'elle a de problématique, cette institution-là. Puis ces jeunes-là qui ont eu des histoires positives, je suis fucking heureuse. Parce qu'au moins, c'est ça de moins dans le fardeau de ce qu'on a à assumer collectivement, de ce qu'on a fait de ces jeunes-là, de ces familles-là, puis de ce qu'on fait encore aujourd'hui. Moi, je pense que tout ce qui est à notre disposition, on doit l'utiliser. Tout. Même si on ne pense pas 2 secondes ou qu'on ne croit pas 2 secondes à une réforme. Tu sais, parce que le problème, là, c'est regarder l'institution dont on hérite. Ce qu'on a là devant nous, là. Parle-moi sérieusement, regarde-moi dans les yeux, puis dis-moi qu'avec cette institution-là qu'on a dans les yeux, on est capable de faire une réforme qui va être à l'avantage des familles. Puis non, c'est bien trop gros. On hérite de ça. Puis là, on essaye de sauver la chèvre, le chou, puis là, puis là, tu sais, sauver la veuve et l'orphelin. Je veux dire, moi, j'attends rien de l'État, Jessica, tu le sais. Tu sais, moi, ce que j'attends, c'est de toi, du citoyen, du voisin, des communautés, tu sais, des municipalités. Parce que les municipalités, je pense en région, par exemple, les gens, ils connaissent leur monde dans leur village. Tu sais, Nancy me racontait des initiatives qu'il y a, par exemple, en Abitibi-Témiscamingue. Ils ont nommé dans chaque école un ange gardien, puis tout ça, s'ils voient un enfant qui n'a pas d'habit de neige, puis ils écrivent, hey, le lendemain, il y a un habit de neige, là. Mais tu sais, à DPJ, il faut que tu remplisses un esti de formulaire. Ton habit de neige, il va arriver, esti, l'hiver est fini, Christ, t'es rendu à la fin de l'été, c'est Noël du campeur. Cette institution-là, j'ai espoir en nous autres. J'ai espoir dans le monde. J'ai espoir dans plein d'affaires dans la vie pour qu'on prenne soin les uns des autres. Mais cette institution-là, mais non. Je veux dire, tu sais, je sais bien que demain matin, ils vont pas foutre à terre les centres de réadaptation, mais tu sais, il n'y a rien aujourd'hui qui appuie l'idée qu'il y aurait des vertus thérapeutiques ou même réhabilitatives à enfermer du monde. Il n'y en a pas. Envoyez-moi tous les psychologues que vous voulez sérieux, là, puis demandez-leur d'argumenter qu'il y a une vertu thérapeutique à l'enfermement dans des unités de garde ou dans des unités en protection, qu'il y a une vertu thérapeutique à barrer les portes une fois de temps en temps quand le monde ne se comporte pas bien. Il n'y en a pas. Zéro. Même que ça a été démontré récemment que ça augmente le stress post-traumatique chez les gens qui l'ont déjà. Voyons, calique. On le sait, ça. Toi, je me demandais, justement, pendant ton parcours, je ne sais pas si tu as eu des besoins, que ce soit physiques ou psychologiques, comme par exemple, moi, j'ai un état de santé particulier qui fait en sorte que j'avais un suivi à l'hôpital Sainte-Justine. Toi, as-tu eu des besoins, que ce soit ponctuels ou chroniques à long terme? Comment ça s'est passé quand tu étais placé par rapport à ces besoins-là, à la réponse de ces besoins-là? Bien, tu sais, pendant les placements, c'est sûr que, tu sais, j'en ai rencontré des psychiatres, des psychologues, tu sais, mais je leur ai jamais rien raconté, tu sais. Fait que je m'assoyais devant eux autres puis je parlais pas. Fait que là, le compteur tournait, on se parlait pas intéressant. Tu sais, je pense que la seule chose dont j'avais besoin, c'était d'une soupape. Puis ça, ben, tu sais, c'est un éducateur en particulier qui a dit on va l'envoyer faire des arts martiaux. Tu sais, puis j'ai fait les Jeux du Québec. Je me suis entraînée pendant des années en taekwondo, tu sais. Puis, mais tu sais, je regarde encore aujourd'hui les arts martiaux ou la boxe puis tout ça, dans les centres de jeunesse, ils considèrent que c'est associé à culture de violence urbaine. Puis, tu sais, voyons donc, ça a sauvé tellement de vies, les arts martiaux, pour des gens qui viennent de milieux très difficiles. Je veux dire, Chris, il y a des thèses écrites là-dessus, partout. Vous n'êtes pas foutus de valoriser les sports de combat. Tu sais, c'est n'importe quoi, là.
Mais moi, c'était un éducateur là, qui a valorisé ça. Puis, ce que je voudrais dire, dans mon histoire, mon histoire avec ma mère, puis tout ça, puis l'histoire de ma mère, il y a des choses très... je veux dire, on parle de trauma, puis tout ça, moi, je voudrais pas rentrer dans des détails, puis tout ça, mais, ma mère, pour elle, si le système était si injuste, puis tout ça, ben, moi puis mes frères, on ne devait pas vivre parce qu'elle ne voulait pas qu'on vive ces injustices-là. Fait que, il y a eu aussi de cet ordre-là. Puis moi, ce que je reproche, par exemple, au système, puis je pense que ça, c'est mon moyen de survie, comment moi, je me suis raconté l'histoire, puis tout ça, puis ma sensibilité aux enjeux de santé mentale, c'est que on a toujours voulu que je fasse porter le blâme de ce qui m'arrivait ou de ce qui arrivait à ma famille, puis tout ça, à ma mère. Et c'est moi qui ai toujours résisté au récit qu'eux me racontaient. En ayant tout le temps cette sensibilité-là, de dire, du haut de mes 9 ans, je disais, déjà, il y a des déterminants sociaux, là, vous ne m'effrayez pas gober autrement. Cette femme-là a vécu telle affaire. J'y en voudrais jamais. Jamais. Puis ça, c'est... si j'avais eu besoin peut-être de quelque chose, c'est qu'on arrête de raconter aux enfants puis aux jeunes des histoires déformées qui font porter le blâme à leur famille pour des violences structurelles. Puis des violences de nos sociétés. Moi, des fois, j'interviewe des jeunes, puis même les jeunes ont intégré des discours stigmatisants. S'ils sont dans la marde de même, c'est parce que leur mère était monoparentale, puis qu'elle n'était pas souvent à la maison parce qu'il fallait qu'elle fasse 3 jobs pour faire survivre. Alors toi, ça t'est jamais venu à l'idée de te demander comment ça, la société est tellement en train de mettre des pressions sur des individus comme ça que ta mère, il faut qu'elle occupe 3 jobs pour payer son loyer. Puis toi, maintenant, tu as tellement intégré ce discours-là que tu fais un lien entre ce qui t'arrive, puis la pauvreté, puis la monoparentalité de ta mère. Puis tu sais, quand on a des discussions avec des gens là, sur le terrain, sur des affaires comme ça prend pas 2 secondes qu'ils allument. Là. Ils disent, ben oui, Christ, t'as bien raison. C'est bien fou. C'est bien fou qu'on en soit venu à absorber ces affaires-là, puis qu'on détourne complètement notre regard. Une société qu'une mère monoparentale est obligée de travailler 3 jobs asti juste pour payer son loyer, excuse-moi, c'est une société malade. Malade. C'est aussi que le système emmène une violence telle que juste de devoir t'absenter du travail, moi, c'est ce que ma mère a vécu, puis c'est souvent ce que j'explique parce que elle était monoparentale, justement, puis on était dans des situations de pauvreté où elle devait travailler et que c'était la famille élargie qui s'occupait de moi. Et puis, elle vivait avec ce stress-là constamment de devoir ramener l'argent. Mais quand le système embarque dans la protection de la jeunesse, elle doit manquer du travail pour aller aux rencontres de travailleurs sociaux et autres, le système ne s'adapte pas. Puis excuse-moi, parlons de leur évaluation des compétences parentales, OK? Notre imaginaire des compétences parentales au Québec, là, m'a dire une affaire, là, c'est troublant, là. Puis, tu sais, je le dis souvent, là, en joke, là, mais c'est pas une joke, là. Faisons-la passer à l'État, la grille des compétences parentales avec laquelle on enlève des enfants au Québec. On pourrait s'exercer, on pourrait faire l'exercice. Je vais l'évaluer, moi, vos compétences parentales en institution publique. Il n'y a rien là-dedans qui reproduit ce que ça peut être une famille, une communauté, un village, une collectivité. Rien. Et c'est ça dont les humains ont besoin. Des relations sociales, des collectivités, la communauté, des gens qui prennent soin les uns des autres, hein? Puis qui ne punchent pas à l'entrée pour prendre soin de quelqu'un. Tu sais, puis on pourrait, là,
en dire encore bien long, là. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes, autant à ma génération, c'était plus la drogue, là, c'est rendu les cellulaires, là. Mhm. Mais tu sais, tout le monde qui vit dans sa petite bulle, ben après ça se reflète dans les addictions qu'on développe, là. Puis là, à un moment donné, c'est une roue qui s'enchaîne parce qu'après ça, ben, plus que tu travailles avec ton cellulaire, plus que tu es pris dans ta cyberdépendance, plus que tu vas être porté à t'isoler, plus que tu vas augmenter tout Mhm. ce que tu fais sur Internet qui te donne des problèmes de santé mentale. Aussi. Puis, ça a été comment? Parce que là, c'est ça, tu as dit, tu as fait beaucoup de familles d'accueil. Oui. Tu as été à des places qui c'était plus un internement. Puis, comment ça s'est passé quand tu es sorti du système, quand tu as fait ta transition à la vie adulte? Ben, ça, il faut le dire, là. Euh, Puis, tu sais, c'est une des dimensions tragiques de ce système-là, parce que souvent, on me demande comment tu penses que tu t'en es sorti. Jessica connaît ma réponse là-dessus, je pense que je l'ai dit ça. Ben, je me suis sauvée. J'ai Tu as fait une collé mon fugue? camp. Oh, j'en ai fait plein. Mais tu sais, la dernière en date, ben, j'ai collé mon camp à Vancouver. J'avais 13 ans. Puis, tu sais, qu'est-ce qui m'a aidé? Un groupe d'amis fort, tissé serré, une communauté. J'ai vécu toutes sortes d'expériences. Mes expériences, j'aurais pu y laisser ma peau, bien sûr. Mais c'est ça qui m'a sauvée. C'est ça qui m'a fait grandir. C'est ça qui m'a appris des choses. Tu sais, c'est là que j'ai fait mes apprentissages. C'est des amis encore aujourd'hui. Mais tu sais, c'est tragique de dire ça. De dire à quelqu'un qu'est-ce qui t'a sauvé. Ben, c'est mon camp, man. Sérieusement. Puis moi, j'ai été enfermée encore après pendant 2 ans par la justice. T'sais. OK, dans le fond, après ça, tu es revenu au Québec, puis tu as fait Je suis du revenue pénal au un peu. Québec, puis à 17 ans, j'ai eu une ordonnance de cours pour des désintox fermés pendant 2 ans. Fait que j'ai été enfermée encore un autre 2 ans. Plus tard. Puis après, même chose, quand je suis sortie, comment je vais m'en sortir? Mon collé, c'est mon camp, m'a me sauver. Je suis partie en Europe. Je suis allée vivre en Europe 3 ans. En me disant, non, moi, je reste pas là, là. Ils me lâcheront jamais. C'est une roue, un cercle vicieux. C'est impossible, là. Fait que j'ai vécu 3 ans dans des squats en Europe. Puis encore là, j'ai fait plein d'apprentissages, j'ai rencontré du monde extraordinaire, j'ai fait vraiment... Mais c'est ça, c'est des pairs, c'est du monde, c'est des relations, c'est des rencontres, comme tu disais tout à l'heure, des rencontres souvent... on dit des rencontres heureuses au lieu de des rencontres malencontreuses, là. Oui, puis un sentiment d'avoir une communauté, une collectivité qui est l'essence de ce qu'on peut appeler un sentiment de sécurité, de protection. Et tu sais, moi, ce que j'entends aussi, c'était ton besoin de vivre des expériences, puis Ah ben d'avoir oui, une liberté de ton corps, puis de faire, de complètement. faire tes propres choix, tu sais, de prendre ta vie, le contrôle de ta vie et de ton corps Oui. pour vivre des expériences. Puis moi, ce que je remarque, puis que j'ai vécu, Mm. puis que je trouve qui s'aggrave, c'est qu'on est dans une aseptisation, puis une Complètement. gestion de risque où on voit tout comme un problème, puis comme un enjeu de protection, où on s'empêche On est même fou maintenant. raide. On est Tu sais, je veux fou dire, moi, raide. à mon époque, puis ça fait pas si longtemps, là, j'ai 33 ans, je suis sortie, tu sais, ça fait pas si longtemps. Mais on sortait dans le bois, là, on faisait des sorties ornithologiques, on allait voir tu sais, du paysage, de la nature, des oiseaux. À cette heure, sortir des jeunes en nature, ça, puis là, je veux pas généraliser, puis ça dépend des régions, puis il y a plein de beaux projets qui se font. Mais c'est difficile parce qu'on va dire, hey, le jeune, il va fuguer. Hey, le jeune, il va prendre la poudre d'escampette, puis il va se sauver. Ben, c'est Mais, compréhensible. On étouffe là-dedans. tu sais, Tu je veux sais, dire, parlons-en, là, c'est pas respirable.
Mais en C'est même pas temps, on leur respirable. offre rien, on leur offre pas Exact. d'activité pour s'épanouir, tu sais. Non. Puis je parlais de Boscoville tantôt parce que je pense que c'est quand même un modèle qui avait certains éléments qui étaient intéressants. Notamment, on faisait du cinéma, on faisait du théâtre, on faisait des Olympiques, il y avait du sport, il y avait une communauté, puis on voyait, il y avait une charte là-bas, parce que je suis allée récemment, il y avait des portes ouvertes qui Mais tu parlaient sais aussi comment c'était d'histoire. qui allait à Bosco, hein? Oui, je sais, mais tu sais, quand Les même, gens, au ils niveau payaient des très cher fondements, pour comment envoyer qu'on leurs voyait, enfants à Bosco. on parlait quand même d'une cité où les gens qui étaient là étaient des citoyens avec des droits, des responsabilités, puis il y avait un système démocratique, puis des élus politiques. Donc, il y avait une sensibilisation au niveau politique du fonctionnement de notre société. Puis les individus qui étaient là étaient considérés comme des personnes avec une parole. Ouais. Mais après, je comprends que le modèle n'était pas parfait, puis il n'y a rien de parfait, mais quand je lisais la charte, Boscoville est un citoyen qui connaît l'histoire de Boscoville. Demande aux jeunes en protection de la jeunesse qui connaît l'histoire de la protection de la jeunesse. Il n'y en a pas, là, pas beaucoup. Les jeunes ne savent pas c'est comment que ça fonctionne, ce système-là. Ils sont dedans, mais il y en a plusieurs qui ne savent même pas comment ça fonctionne. Je pense qu'il y a, comme je le disais, il n'y a pas de modèles qui sont parfaits, mais on doit apprendre d'où on vient, c'est quoi notre histoire. Puis c'est un peu aussi pour ça qu'on s'appelle confession, c'est qu'il y a une grande histoire religieuse reliée avec la protection de la Ben oui, jeunesse aussi. Puis cette ben oui. culture-là, très conservatrice, avec des milieux non mixtes, ça aussi, c'est inquiétant, là, parce qu'on est dans des approches très genrées aussi, qui n'est pas du tout appropriée dans l'identité puis le développement des Mais non, individus de mais non. manière Puis, tu sais, je normalisante. veux dire, Jess, on reconnaît que la socialisation, par exemple, des enfants à l'adolescence, c'est la chose la plus importante. C'est même comme ça qu'on a justifié la mise sur pied des CPE puis son institutionnalisation. Tu sais, je veux dire, on reconnaît tout ça pour tous les enfants du Québec. Tu sais, mais tu parlais de gestion de risque tantôt, excuse-moi. Tu sais, la socialisation entre pairs est rendue un facteur de risque. C'est un facteur développemental fondamental. Puis on le valorise pour tous les autres jeunes. Hey, en centre jeunesse, par exemple, là. Ça, c'est très troublant aussi. Tu sais, on parle souvent de la pénurie des familles d'accueil, puis tout ça. Puis là, on va expliquer ça par le fait que les gens sont moins altruistes. Voyons donc. As-tu vu comment tu dépeins les jeunes dans l'espace public pour expliquer l'échec de ton système? Tu parles que leurs traumas sont de plus en plus complexes. Leurs troubles de comportement sont dans le tapis, là, c'est grave, c'est pas de contrôle là-dessus, ça n'a pas de bon sens. Non, non, c'est de même qu'on parle des jeunes placés. Nomme-moi une famille, avec un tableau aussi sombre qui voudrait accueillir un jeune adolescent chez lui en famille d'accueil alors qu'il faut qu'il travaille 3 jobs pour se payer son loyer. T'sais. Je veux dire, on est fous. On est fous. Bon, on va financer bien plus les familles d'accueil que les familles bio. Et là, je ne veux pas t'alimenter sur ces discussions-là, mais ça serait pour un autre épisode. Mais c'est quand même aberrant de savoir qu'on finance plus les familles d'accueil que les familles bio, que s'il y aurait le même montant d'argent, seraient capables de Mais répondre aux je te besoins de l'ai leurs dit jeunes. tantôt, on n'en a pas de politique familiale au Québec pour enrichir les familles. Il n'y en a pas. Puis j'ai pas vu dans toutes les années de la commission Laurent un acteur institutionnel qui est venu dire sur la place publique qu'il fallait enrichir les familles. Non, ils sont tous en train de se chamailler pour des enveloppes. C'est moi qui est le plus important. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Famille, pas un mot, ça gagne. C'est quand même fou. Vous avez oublié l'essentiel, là. Enrichir les familles. Quand on parle d'enrichissement, tu sais, moi, personnellement, j'ai accès à un programme à l'aide financière, c'est toutes des bourses à cause de mes handicaps. Ça s'appelle statut déficience fonctionnelle majeure. Puis quand tu as ça, tous tes frais se transforment en bourse. Puis moi, j'ai l'impression qu'on pourrait élargir ça puis inclure les jeunes de la DPJ pour avoir accès à des études supérieures. Toi, qu'est-ce Gratuité que tu penses? scolaire.
C'est ça. Pour Mais vrai, aux là, études supérieures, toi, tu penserais quoi de ce moyen-là? Jusqu'à quel point c'est réalisable? Puis qu'est-ce qui irait à l'encontre de ça? C'est quoi la résistance qui s'opposerait à ça? écoute, je sais pas pourquoi ils résistent à ça. Moi, quand j'étais jeune, il y avait une rumeur urbaine qui disait que quand tu avais été placé, tu pouvais avoir tes frais de scolarité remboursés par l'État. Normalement, tu es un enfant de l'État, Chris. Hein, les familles là, qui font un petit surplus là, au-dessus du seuil de pauvreté, là, ben, leurs enfants, ils n'ont même pas le droit à des prêts et bourses parce qu'on suppose qu'eux autres devraient payer. Ben, l'État devrait payer nos études. Tu sais, moi, je suis sortie de l'université avec un taux d'endettement vraiment fort, là, tu sais, parce que j'avais 2 enfants à charge. Tu sais, fait que mes prêts et bourses, là, je veux dire, c'est dégueulasse, là. Je suis sortie de là avec 27 000 de prêts, tu sais. Mais je veux dire, il y a des gens qui ont des dettes bien plus faramineuses que ça, mais gratuité scolaire direct. Moi, là, j'en veux des jeunes qui ont été placés dans mes cours. J'en veux qui font leur maîtrise avec moi. J'en veux qui viennent faire des doctorats. Amenez-en. Puis on ne va pas faire des recherches à la DPJ, là. On va faire des recherches sur ce qui vous passionne. T'sais, si c'est à la DPJ, on fera des recherches là-dessus. Mais ce qui te passionne, ce qui t'intrigue, ce que tu veux comprendre, ce que tu veux faire dans la vie, j'en veux, j'en attends. Souvent, c'est mes meilleurs. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est comme je disais à Nancy aujourd'hui, j'ai dit, hey, il y a des jeunes, là, ils sont placés en centre jeunesse, là. Ben, il y avait une business dehors. Ils étaient déjà entrepreneurs. Hein? Ils géraient des employés pour vendre de la dope, puis tout, il y avait 14-15 ans, ils géraient tout ça. Ce sont déjà des entrepreneurs. Comment ça, tu capitalises pas sur ces compétences-là? Comment ça qu'à chaque fois qu'il te parle de ses rêves, tu lui dis d'aller porter son CV chez Tim Hortons? Va te mettre 2-3 jours dans la rue, là, puis tu vas devoir gérer tout ce qu'il gérait à l'âge qu'il avait, là. Puis on va reparler après. Mais on ne capitalise pas ces compétences des jeunes. Ils en ont plein de compétences. Ils en ont plein à pelleter, des rêves. Mais tu sais, c'est des institutions qui brisent tous ces rêves-là, je veux dire, amenez-en. Je veux les avoir dans mes cours, je veux les avoir, tu sais, aux hautes études, qui deviennent des chercheurs. Hey, on n'est pas gros, là, des chercheurs qui ont vécu des trajectoires soit carcérales, soit dans les institutions de l'État. Là. On se compte ses doigts de la main au Québec. Là. Mais ça, c'est parce qu'il y a une barrière majeure. Là. Je vous l'ai dit tantôt, là, la frontière symbolique qu'il y avait entre moi et l'université. Là. Puis, tu sais, l'image que je me faisais de ce qu'il fallait pour être là. Puis tout, je suis arrivée là, j'étais là, Chris, c'est rempli d'innocents ici qui ont des propos débiles. Là. Tu sais, c'était le 11 septembre 2001. Les attentats au World Trade, je rentre le lendemain, il y a des commentaires racistes partout écrits dans les toilettes, puis tout, les universités, là. J'ai dit, tabarnak, ils ne méritent pas la réputation qu'ils ont aussi, à l'extérieur. Raciste, j'hallucinais, là. J'étais là, voyons donc, c'est supposé être des gens brillants ici, là. Fait qu'il a fallu un temps pour que je déconstruise ça. Mais une session, là, ma première session, j'ai eu 2 B-, là, mais après, je savais en estique ce qu'on attendait dans une institution comme ça. Puis j'ai toujours eu des A+ après, là. Puis les profs, souvent les profs à l'université, ils disaient, pour vrai, là, ils disaient, je pense que ça marche ton affaire à l'université, là, puis tu réussis aussi bien parce que tu n'as pas été domestiqué puis scolarisé. Fait que tu bois pas nos paroles toutes comme du cash. Moi, je remettais tout en question. C'est quoi ça? Comment ça, il dit ça? Comment ça, il dit telle affaire? Explique-moi. C'est pas normal de dire ça. C'est pas le même, ça se passe dans la vie. Puis tout. Fait que... Je pense que tu as été chanceuse d'aller dans un parcours d'enseignement qui t'a permis ça aussi, de remettre en question. Tu sais, moi, je rentrerai pas nécessairement dans les détails, mais j'ai un parcours dans un autre département qui n'était peut-être pas encore très ouvert à laisser la place à la réflexion et les remises en question et qui était plutôt du genre à absorbe la théorie qu'on te donne, puis apprends-la Ben pour... moi aussi, hein, mon programme, il est fait comme ça, mais tu sais,
parfois, il y a quelques individus peut-être plus rebelles à ces affaires-là, dont j'étais, tu sais. Puis comme je dis, j'ai fait des rencontres extrêmement heureuses à l'université, c'est-à-dire que, tu sais, avec mes profs, ça a bien été, mes directions de recherche, je veux dire, tout de suite, ça a été, c'est chez nous, là. C'est ici que je veux passer ma vie, là. C'est ici que je veux être, là, tu sais, que je veux me réaliser, que je veux travailler, tu sais. Fait que, voilà. Tu avais un dernier mot de la fin à dire, Jade, avant de nous quitter, un message que tu voudrais adresser à des jeunes qui sont présentement dans le système, Mm. ça serait quoi que tu leur enverrais comme message? Ben, que tu vois autre chose que ça. Tu sais, moi, je trouve souvent que ce qui est dur quand on sort de ces institutions-là, c'est que tout est fait pour que notre identité soit celle-là. Puis moi, je trouve qu'on vaut plus que ça. Beaucoup plus. Puis qu'on peut raconter, on doit. Tu sais, souvent, quand on vit en institution, on est bien dépossédé de notre histoire. Tout le monde raconte notre histoire à notre place, en se servant de certaines des informations qui viennent nous ponctionner, là, puis nous coloniser. Là. Mais tu sais, je pense qu'il faut trouver les moyens de reprendre possession de notre histoire. Puis ça se fait par toutes sortes d'expériences de vie, de rencontres qu'on fait, puis qu'on n'est pas juste ça. Puis, tu sais, c'est ça que je trouve dur aussi, c'est que souvent, on nous ramène à ça, tout le temps. Puis, ben, c'est ça. Moi, je pense que, tu sais, je te parlais tantôt des compétences d'entrepreneur, tu sais. Mais je dis, on en a toutes des compétences, puis tout ça. C'est sûr que dans nos sociétés, les compétences qu'on a développées dans des modes de survie, ben, c'est pas des compétences qu'on juge socialement acceptables. Mais ces compétences-là, quand on les transfère dans un projet qui nous est cher, puis qu'on peut aussi faire en collectivité, ben là, on est des bombes, en fait. Moi, je pense qu'on est des bombes, là. Moi, ça arrive souvent que je produis quelque chose avec des amis dans le cadre de mon travail, puis je dis, mais ça, c'est de la bombe. Tu as rendu compte de tout ce qu'on est capable de faire quand on met nos énergies productives ensemble, puis tout ça, c'est quand même fou, là. Mais, ouais. Ça prend tout un cheminement pour y arriver, j'ai l'impression. Ça se fait pas instantanément quand on tombe à 18 ans. Non, puis ça, c'est le cas pour les autres aussi. T'sais, même un autre jeune. T'sais. Puis ça aussi, c'est quelque chose que je dis souvent. T'sais. Je pense qu'il ne faut jamais oublier ce qu'on a de commun avec nos pères qui ne sont pas dans les centres. Puis tout ça. Puis toute l'histoire qu'on raconte sur nous est faite pour ne pas faire de lien avec les autres. Tout ce qu'on a en commun avec les autres quand on découvre, par exemple, notre sexualité, tout ce qu'on a en commun avec les autres dans notre désir d'autonomie, dans nos désirs d'expérimenter des choses, ben les jeunes vivent ça aussi dans leur famille. Puis quand on s'assoit avec des jeunes de notre âge, de tout horizon, ben ça dédramatise beaucoup de choses qu'on essaye tout le temps de dramatiser puis de nous mettre sur les épaules parce qu'on se rend compte qu'on a les mêmes besoins que les autres. Hein? Les mêmes aspirations, les mêmes désirs. Fait que ça, c'est important aussi de rentrer en relation avec des jeunes qui ne vivent pas ce que nous, on vit quand on est placé. Ça aide à tempérer un peu ce qu'on nous raconte tous les jours. C'est un très beau message, je pense, que tu leur envoies. Puis moi, j'aime bien finir en disant qu'ils ont aussi le droit d'être heureux. Je pense que c'est un droit fondamental qu'on devrait juste mettre de l'avant aussi, le droit d'être bien puis d'être heureux. Je pense qu'on l'oublie trop souvent. Fait que c'était vraiment un plaisir de t'accueillir à notre dernier épisode. Super, je suis vraiment contente. Puis je vous souhaite d'avoir une autre saison. Ça devrait y arriver. On devrait commencer ça en septembre pour la diffuser en janvier. Super. Ben, un gros merci encore. Puis, ben, merci à vous autres. Puis, j'ai pas d'autres mots. On continue le combat. J'en aurais plein, mais tu sais, quand on fait une entrevue comme ça, il faut une chute. Il faut comme fermer le récit, mais je dirais que c'est une histoire qui n'est pas finie. À suivre. Peut-être que tu reviendras à la deuxième saison, qui sait. Ouais.
Salut, là. Bye, ça m'a fait plaisir.